Bon, je pense que vous connaissez déjà probablement les plus grandes découvertes archéologiques, que ce soit le Machu Picchu, la tombe de Toutankhamon ou même la grotte de Lascaux. Mais clairement, certaines découvertes sont parfois étranges, incompréhensibles, voire même encore inexplicables. Eh bien, rapprochez-vous mes Aikuishtis, vous connaissez déjà très certainement l'Atlantide, Stonehenge ou même l'Eldorado. Mais vous ne connaissez sans doute pas les billes de Klerksdorp, le tombeau KV55, ni même le marteau de London. Et pour en parler, on va une nouvelle fois utiliser le principe de l'iceberg. On va commencer par traiter le sujet en surface, avec les mystères archéologiques les plus connus, Puis au fur et à mesure, on va plonger dans les profondeurs, les abysses et enfin tout en bas, les ténèbres, pour parler des découvertes les moins connues et peut-être même les plus énigmatiques. D'ailleurs, en parlant d'iceberg, je mettrais bien quelques petits glaçons dans mon verre. Et comme l'été est de retour, faut penser à s'hydrater. Après, bien sûr, l'eau, ça reste bien sûr la meilleure boisson pour la santé, mais peut-être que vous avez envie de varier un peu les plaisirs tout en évitant les sodas. Et dans ce cas, vous pouvez boire tout simplement du Oli, qui est en même temps sponsor la vidéo. Alors personnellement, moi j'utilise pas mal leur gamme Ice Tea et hydratation en ce moment. Après, bien sûr, faut que vous respectiez les doses journalières recommandées. Pas non plus boire que ça, évidemment. Il y a de l'eau aussi, voilà. Et comme d'habitude, en fait, c'est très simple à préparer. Il suffit de prendre de la poudre Oli. Donc voilà, cette poudre-là. Là, vous mélangez la poudre Oli avec de l'eau. Après, ça peut être aussi avec du lait animal ou végétal. Et ça, c'est pour leur nouvelle gamme milkshake. Par exemple, pour l'été, moi, je peux vous recommander le parfum vanille. Et là, par exemple, pour bosser cette vidéo iceberg, eh bien, on a bu avec l'équipe la gamme énergie. Donc, c'est par exemple les deux là, qui contiennent là de la New Caf. En fait, c'est de la caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et qui va éviter, vous savez, le crash post-caféine quand du coup on a un coup de mou. Après, je précise quand même que cette gamme-là, elle est déconseillée au moins de 16 ans. Néanmoins, les arômes et les collants de Oli sont naturels, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et surtout, il y a plein de vitamines et des antioxydants qui sont bons pour votre santé. Bon, chaque pot de Oli, comme par exemple celui-là, contient des dizaines et des dizaines de doses, donc ça réduit drastiquement les déchets. Après, si vous savez pas trop quoi prendre, vous pouvez aussi tester le pack découverte avec des échantillons pour vous faire plaisir sur tout ça. Bien entendu, j'ai des codes promo pour vous, parce qu'avec le code Poisson Fécond 5, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande en passant là par mon lien. Et avec le code Poisson Fécond, là, je vous donne accès à 10% de réduc sur toutes les autres commandes. Bref, vous pouvez rajouter quelques glaçons dans votre verre Oli et nous, on reprend. Avant qu'on entame les choses sérieuses, petit disclaimer quand même, on va bien parler de mystère. Donc en gros de théories, de mythes, de légendes et de choses qui n'ont pas encore été forcément expliquées. Pas encore en tout cas. Donc voilà, c'est le principe de la vidéo. Donc il y aura plein de choses, si ce n'est peut-être tout, qui sera pas avéré, qui sera pas scientifiquement encore validé, ce genre de choses. Peut-être ça le sera un jour ou peut-être jamais. Bref, bienvenue dans l'iceberg des plus grands mystères archéologiques. Et on entame directement avec la surface. L'Atlantide. Alors rien de mieux que du coup la cité la plus mythique de tous les temps, l'Atlantide. Alors vous savez, c'est cette cité, cette ville engloutie qui fascine l'humanité depuis des siècles. Bon, la trace la plus ancienne de l'Atlantide, ça remonte à environ 350 avant JC, et c'est le philosophe Platon qui en parle dans l'un de ses tout derniers bouquins. Bon, en tout cas, il raconte que l'île de l'Atlantide faisait la taille d'un continent et qu'elle était située au milieu de l'océan, qu'il y a une grande incertitude où exactement, mais aujourd'hui on la situerait plutôt au niveau de l'Atlantique, c'est pour ça que ça tire son nom de Atlantide. Et le peuple des Atlantes vivait donc dessus, sur cette île, au cœur d'une civilisation très prospère et très avancée. Mais il y a environ 9000 ans, il y aurait eu des tremblements de terre et des inondations extraordinaires. Et en l'espace d'un jour et d'une nuit, tout aurait été englouti et aurait disparu à tout jamais dans l'océan. Alors, suite à ça, certains explorateurs ont pensé avoir découvert l'Atlantide un peu partout. Il y en a qui l'ont situé par exemple sur les îles Canaries ici, il y en a d'autres dans les Bahamas, il y en a au cœur même de l'Amazonie, ou même encore dans le Sahara. Vous savez, avec le fameux œil du Sahara, où il y en a qui disent que ce sont les vestiges de l'Atlantide, ce truc. En réalité, malgré de nombreuses recherches, en tout cas aujourd'hui officiellement, personne ne l'a encore trouvé. Et d'ailleurs aujourd'hui, la plupart des spécialistes pensent que Platon a juste inventé l'Atlantide, quoi. Et peut-être, tout simplement pour mettre en scène ses idées philosophiques. En tout cas, les archéologues ont déjà découvert de vraies cités antiques englouties, par contre ça c'est vrai, notamment Éliquée ou encore Tonis et Héraclion, mais qui sont bien sûr beaucoup plus récentes. Le nez du Sphinx. Selon la légende, le Sphinx de Gizeh aurait perdu son nez à cause de Napoléon Bonaparte. C'était alors dans les années 1800 et ses soldats auraient tiré un boulet de canon dessus par erreur. À partir de ça, l'anecdote a aussi été réinterprétée dans plein d'œuvres artistiques, notamment Astérix et Obélix, Aladdin, Scooby-Doo ou même les Simpsons. Mais les historiens et puis les archéologues ont trouvé quand même des explications un peu plus réalistes parce que des textes du Moyen-Âge racontent qu'un sultan aurait lui-même détruit le nez en 1378. En fait, il voulait tout simplement s'attaquer aux anciennes divinités de la région. Et en fait, à l'époque, le nez de plein d'autres statues de l'Égypte antique aurait même été détruit. Le gars, il avait fait du coup une razzia sur les nez, quoi. Mais bon, en tout cas, une
études archéologiques montrent que le nez du sphinx aurait été retiré encore avant ça. En fait, en faisant des analyses, on a trouvé des traces d'outils autour du nez qui remonteraient peut-être entre le 3e et le 10e siècle. Mais bon, dans tous les cas, ça semble avoir été un acte volontaire de lui voler son nez au sphinx, et c'était il y a très longtemps. Et depuis, personne ne sait où est passé ce nez en pierre de quand même plusieurs tonnes. Alignement de Karnak et Stonehenge. Bon, dans Astérix et Obélix, on voit Obélix tailler des menhirs, mais faut quand même le dire, mais en réalité, les Gaulois n'ont jamais sculpté un seul menhir. En fait, ceux qu'on trouve en Bretagne, eh bien, ils sont bien plus anciens que ça, et ils datent de 6000 ans. Et à cette époque-là, il n'y avait pas les Gaulois. Par exemple, dans le célèbre alignement de Karnak, qui est un endroit où il y a des milliers de pierres qui sont alignées sur plusieurs kilomètres, eh bien, le mystère, c'est que, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas pourquoi nos ancêtres ont fait ça, quoi. Parce que c'est clairement pas naturel. Après, il y a plein d'hypothèses là-dessus, hein. Que ce soit des monuments religieux, des calendriers géants pour l'agriculture, un hommage aux morts, voire des trucs encore plus fous, quoi. Mais bon, aucune option n'a été prouvée pour l'instant. Par exemple, en Angleterre, on trouve aussi le célèbre site de Stonehenge. Donc c'est ce truc-là, c'est un étrange monument d'énormes pierres debout, alignées et en cercle. Et ce machin, il aurait été construit il y a environ 5000 ans. Et là non plus, on ne sait toujours pas bien à quoi ça servait. En tout cas, ça avait a priori un rapport avec le soleil. Parce qu'en effet, si vous venez là le jour du solstice d'été, c'est-à-dire le moment de l'année où le jour est le plus long, eh bien le soleil se lève exactement dans l'axe de Stonehenge. Le mystère de l'île de Pâques. Alors bon, quand on parle de mystère archéologique, bien sûr, il y a l'île de Pâques, un endroit mythique à l'autre bout du monde qui fait rêver pas mal de gens. Et surtout, qui dit île de Pâques dit Moai. C'est donc ces immenses statues de roches volcaniques. Sachant que ces bazars-là, ça mesure quand même 9 mètres de haut et que ça peut peser jusqu'à 100 tonnes. C'est gigantesque. Sachant que parfois, leur corps est à moitié enterré dans le sol et on ne voit alors que la tête qui émerge. Là, évidemment, quand on se dit ça, on se demande comment elles ont été déplacées, à quoi ça pouvait servir. Et du coup, d'après les archéologues, les statues auraient été déplacées sur des rondins de bois, sur des sortes de traîneaux ou avec des cordes. Et donc là, des reconstitutions ont été menées, mais grandeur nature, pour tester ces hypothèses, ça a été fait en 2011, pour voir si effectivement c'est possible de déplacer ces gros machins. Et il se trouve que oui, 18 personnes ont réussi à déplacer une fausse pierre de 5 tonnes. Bon, alors là, c'était juste 5 tonnes. C'est vrai que du coup, parmi les Moai, il y a des statues qui font 100 tonnes. C'est un peu plus, mais si on met plus de gens, peut-être que c'est possible aussi. En tout cas, récemment, il y a des chercheurs qui ont même découvert que les statues là, elles sont placées proches de sources d'eau. Donc peut-être qu'elles avaient un rôle lié à l'agriculture. Et puis les archéologues ont également découvert des tablettes de bois gravées sur l'île de Pâques. Et elles sont couvertes d'un système d'écriture totalement étrange et qu'on appelle aujourd'hui le rongo-rongo. On se croirait dans Zelda presque. Et en tout cas, personne n'a réussi à le déchiffrer. Géoglyphe de Nazca. Alors direction maintenant dans le désert de Nazca au Pérou, parce que là on va y trouver d'étranges lignes qui forment des centaines de géoglyphes, c'est-à-dire en fait des grands dessins à même le sol. Et ces dessins représentent des lignes droites, des spirales, un arbre, un singe, des oiseaux, une araignée ou même une baleine. Sachant que en fait la majorité de ces dessins ont été créés entre moins 200 avant JC et plus 600. Et là encore en vrai on est quand même face à plusieurs énigmes. Déjà comment ils ont fait pour créer ces dessins géants aussi précisément sans voir ce qu'ils faisaient? Parce que ces dessins on peut s'en rendre compte de leur taille, de leur envergure et à quoi ça ressemble vraiment depuis le ciel. À l'époque, il n'y avait pas des avions. Du coup, en vrai, à quoi ça servait, vu qu'a priori, personne ne pouvait voir le résultat final? Eh bien là-dessus, il y a plein de théories qui sont un peu farfelues, notamment parfois des extraterrestres. Et si on reste sur une théorie un peu plus principale, eh bien, ces dessins avaient un lien avec les étoiles. Peut-être un calendrier, peut-être une carte. Ça reste quand même un peu nébuleux, on ne sait pas encore vraiment à quoi ça sert, donc tout est possible. Bref, maintenant qu'on a abordé les mystères les plus connus, eh bien, on descend d'un palier sous la surface. Et on va parler là de hiéroglyphes et d'objets qui intriguent beaucoup les archéologues. Plaine des Jarres. Alors pour commencer ce nouveau niveau, là on part au Laos, et c'est au nord du pays que se trouve un endroit appelé la plaine des jarres. Parce que là sur environ 1000 km², on trouve des centaines d'immenses jarres en pierre. Alors à l'heure actuelle quand même, leur signification et leur origine ne sont pas encore totalement comprises. En fait ces jarres ce sont des grandes pierres qui sont creusées au centre, et elles auraient été déplacées ici depuis au moins 2500 ans, et elles auraient servi pendant des siècles. Alors certaines elles ont un couvercle de pierre, et elles peuvent faire jusqu'à 3 mètres de hauteur, et peser plusieurs tonnes. Sachant que les plus grandes d'entre elles peuvent contenir jusqu'à 10 personnes debout. C'est quand même pas rien quoi, c'est des gros jarres. Alors j'avoue ça ressemble un peu à des puits, sauf que c'est pas des puits, ça va pas profondément sous terre, on peut pas récupérer de l'eau avec ça quoi. En vrai en fait les archéologues pensent même que ces jarres pouvaient servir plus de tombes en quelque sorte. Et certains pensent aussi que ces jarres servaient à stocker de la nourriture ou à faire fermenter de l'alcool. Le problème c'est qu'on a trouvé aucun autre vestige dans la région. En gros il n'y a pas de ruines d'habitation, il n'y a pas de textes anciens, pas de tablettes en argile ou je sais pas quoi, il y avait rien autour de ces jarres. Et donc la civilisation qui a créé
créé les jarres a peut-être mystérieusement disparu en laissant très peu de traces. Sauf que le problème, c'est que la zone est pleine de bombes actives qui datent de la guerre du Vietnam. Donc, les recherches sont dangereuses et elles avancent clairement au ralenti. Disque de Festos et rocher de Dicton. Il se trouve qu'en 1908, un archéologue découvre un étrange disque d'argile sur une île grecque. Et ce disque, il est couvert de 241 hiéroglyphes sur ses deux faces. Et il serait vieux d'environ 4000 ans. Et c'est le disque de Festos. Alors aujourd'hui, on ne sait toujours pas à quoi il servait ni la signification des hiéroglyphes. En fait, certains pensent que cet objet est juste faux et qu'il aurait juste été créé par l'archéologue qui l'a découvert, juste pour se rendre famous, quoi. Mais des années plus tard, une hache de la même époque a été retrouvée. Et elle aussi, elle porte des hiéroglyphes très similaires. En plus de ça, un disque, encore une fois assez proche, a été retrouvé au sud de la Russie, plus de 80 ans après. Et depuis, plusieurs chercheurs ont déjà essayé de proposer des traductions du disque de Festos. En comparant avec des hiéroglyphes grecs de la même époque, nous sommes parvenus à lire Ikekurja à 3 reprises, ce qui se traduirait par femme ou déesse enceinte. Nous savons que la religion minoenne comportait un culte de la déesse mère, mais encore fallait-il le retrouver dans les textes. Mais pour le moment, aucune traduction n'a été validée. Et il existe aussi encore d'autres artefacts que personne n'arrive à traduire, comme par exemple le rocher de Dicton, sachant que cette pierre de 40 tonnes a été découverte en Amérique du Nord. Et elle est couverte d'étranges signes. Bref, personne n'arrive à savoir si ces inscriptions viennent des Amérindiens ou bien de Vikings, de Portugais, de Chinois, très nébuleux. Pilier de fer de Delhi. Alors là, direction la ville de Delhi en Inde pour examiner un objet qui sort du lot. Il s'agit à première vue d'un simple pilier en métal. Sauf que ce pilier, il est vieux de 1600 ans et il ne rouille jamais alors qu'en vrai, il est exposé à l'air libre. Depuis tout ce temps-là, en fait, il aurait dû complètement rouiller. Et il est constitué à 98% de fer pur, il mesure plus de 7 mètres et il pèse plus de 6 tonnes. Aujourd'hui, les scientifiques et les archéologues se demandent comment les Indiens de l'époque ont réussi une telle prouesse. Clairement, ils avaient plus de 1400 ans d'avance sur les Européens en termes de technique. Et surtout, c'est quand même le plus ouf, c'est qu'ils ont réussi à créer du fer qui ne rouille pas. C'est improbable. Il est remarquable que le pilier de fer soit resté aussi intact qu'au jour de sa création, défiant le temps et les aléas environnementaux, notamment les températures extrêmes et la pollution croissante de la capitale indienne. Normalement, les structures en fer exposées à l'air ou à l'humidité s'oxydent avec le temps, provoquant la rouille si elles ne sont pas protégées, comme la tour Eiffel, par plusieurs couches de peinture spéciale. Alors ce pilier, il a été étudié de très près. Et en fait, on a remarqué qu'il est couvert d'une fine couche protectrice. Et cette couche, elle est composée d'un mélange de fer, d'oxygène et d'hydrogène. Alors, on pense qu'elle a été formée grâce à la façon dont le minerai de fer, en fait, il a été traité. Mais bon, là encore, on ne sait pas comment les Indiens de l'époque y disposaient des outils et même des connaissances pour obtenir un tel résultat. Donc, très mystérieux. Hiéroglyphe d'Abydos. Là, on retourne dans le domaine de l'Égypte antique avec des hiéroglyphes très intrigants. Regardez cette photo. Alors, certains symboles sont très étranges. Je vous montre. Vous voyez celui-là notamment. C'est quand même bizarre. On dirait un hélicoptère, un char d'assaut ou même un avion. Dans des hiéroglyphes, des trucs qui ont des millénaires. Bon, bien sûr, il y a eu des théories un peu loufoques sur le voyage intemporel ou même les extraterrestres. Mais a priori, l'explication est bien plus simple et terre à terre. En fait, ces hiéroglyphes ont été découverts dans le temple funéraire de Séti Ier, un pharaon d'Égypte. Et il s'agit très probablement d'un cas de palimpseste. C'est-à-dire, en fait, les premières inscriptions ont été effacées pour pouvoir écrire par-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait eu une première gravure qui a été taillée dans la pierre pour honorer Séti Ier, donc le pharaon. Puis, longtemps plus tard, les gravures ont été recouvertes avec d'autres qui ont été sculptées à la place. C'est un petit peu comme quand vous avez un tatouage, en fait, de votre copine, sauf qu'à un moment, du coup, vous vous séparez, mais le tatouage y reste. Donc, il faut faire un recouvrement, sinon c'est un petit peu gênant. Donc, vous mettez un tatouage par-dessus. C'est le même principe, mais d'un point de vue égyptien, quoi. Et là, en l'occurrence, c'était pour Ramsès II. Et donc là, avec le temps, la gravure du dessous a commencé à réapparaître. Et là, les hiéroglyphes se sont superposés, ce qui a donné ce motif un peu bizarre, j'avoue. Par exemple, l'hélicoptère, c'est juste la superposition d'un bras et d'un œil. Et là, l'avion, ce serait plutôt le signe d'un bras mélangé au signe de la bouche. Et là, du coup, ça peut ressembler à un avion. Bien, il est à présent temps de plonger dans les profondeurs de l'iceberg, avec des mystérieuses billes, des tombeaux et des civilisations très intrigantes. Bille de Klerksdorp. Alors pour entamer les profondeurs, là je vais vous montrer une photo, et c'est celle-là. Essayez de deviner ce que vous voyez. Bon, est-ce que c'est une bille, un bijou, un outil? Et ça date de quand? 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans? Alors, il se trouve que ces étranges sphères dotées de rainures, elles semblent avoir été sculptées par une civilisation très
très lointaine. Sauf que je vous le dis, en vrai, c'est pas du tout le cas. En fait, ces billes, elles ont été découvertes par des mineurs dans les années 70 en Afrique du Sud. Et en fait, elles étaient à l'intérieur d'une roche formée il y a environ 2,8 milliards d'années. Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est trop lointain, quoi. En fait, certains ont même vu la preuve d'une présence extraterrestre ou même d'une civilisation bien avant l'apparition de l'homme et bien avant l'apparition des dinosaures et de la plupart des êtres vivants, en vrai. Après, il y en a d'autres aussi qui ont affirmé avoir vu les billes tourner sur elles-mêmes à l'intérieur de la vitrine du musée. Bon. Je sais pas. En tout cas, ces pierres se seraient simplement formées grâce à plusieurs couches de lave volcanique. Ces pierres sont loin d'avoir été importées par des extraterrestres. Elles sont même très courantes dans les formations de pyrophilites. Ce phénomène d'accumulation de divers minéraux appelé concrétion n'est pas rare et a pu être observé des milliers de fois à travers le monde. Les sphères de Klerksdorp doivent leur forme singulière au fait d'avoir été abritées à l'intérieur d'une roche plus grande et soumises à sa pression et sa chaleur, ainsi qu'à l'érosion par l'eau. Les lignes parallèles qui entourent ces sphères seraient quant à elles le résultat de traces laissées par les couches de roches autour, qui se sont accumulées pendant très longtemps. Bref, ces billes, c'est juste des jolis petits cailloux vieux de presque 3 milliards d'années, même si c'est vrai que ça donne envie de croire à autre chose. Mausolée de l'empereur Qin. Alors peut-être que vous avez déjà vu passer des photos de l'armée de soldats en terre cuite. Vous savez, c'est ces milliers de statues très réalistes qui ont été découvertes en 1974 en Chine. Et chaque statue, elle est unique. Mais il y a aussi des chevaux, des chars ou même des armes en argile. Mais ça, c'est pas exactement le mystère qui nous intéresse. En fait, ces statues, vieilles de plus de 2200 ans, eh bien elles entourent le tombeau de l'empereur Qin Shi Huang. Donc c'est tout simplement le fondateur du premier empire unifié de l'histoire chinoise. Avant, c'était un peu plus des territoires un peu qui se foutaient un peu sur la gueule et du coup, il a mis tous sous le même drapeau. Donc c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, c'est même le plus important empereur de l'histoire chinoise. D'ailleurs, si on se base sur les milliers de statues autour du tombeau, l'intérieur doit renfermer encore d'autres merveilles. Sauf que le problème, c'est que les autorités chinoises ne veulent pas ouvrir le tombeau. En fait, elles ont vraiment peur d'endommager les objets qui sont conservés à l'intérieur depuis plus de 2000 ans. Donc voilà, on connaît l'emplacement exact, on peut même voir le tumulus en terre de 50 mètres de haut qu'il recouvre, on peut même voir les murs autour, on peut même voir la véritable ville souterraine tout autour qui est remplie de statues de terre cuite, mais on ne peut pas voir l'intérieur du tombeau, qui reste encore un mystère. Après, peut-être qu'on en saura un peu plus bientôt. Parce qu'en vrai, les techniques en fait d'archéologie se développent pas mal. Par exemple, il y a des outils qui permettent de scanner le sol ou même de voir des reliefs en dessous, par exemple. Et vis-à-vis de ça, en fait, les archéologues espèrent peut-être bientôt, en fait, avoir des petits robots, vraiment tout petits, qui pourront entrer dans le tombeau sans endommager le bazar et révéler ainsi ses secrets. Civilisation de la vallée de l'Indus. Peut-être que vous n'avez probablement jamais entendu parler de la civilisation de l'Indus. Ça s'appelle aussi la civilisation harapéenne. Pourtant, elle était très organisée et elle était avancée pour son époque. Et c'est d'ailleurs peut-être ici que l'humanité est passée de l'âge de pierre à l'âge de bronze. Donc en gros, c'était vraiment un saut technologique quand même assez massif. Et la civilisation de l'Indus, elle couvrait un large territoire entre le Pakistan et même l'Inde actuelle. Et elle aurait existé entre 3200 et 1900 ans avant notre ère. Puis en l'espace de quelques décennies, c'était extrêmement rapide, tout a disparu. Les habitants ont subitement abandonné leur ville sans qu'on sache vraiment pourquoi. Certains pensent à une catastrophe climatique, une guerre ou même à une météorite. Mais il n'y a aucune théorie là-dedans qui est vraiment sûre, on ne sait pas. Et résultat, aujourd'hui on ne sait pas grand-chose de cette grande civilisation. La civilisation harapéenne semble avoir eu une uniformité culturelle au long des siècles et sur la vaste zone qu'elle occupait. Leurs briques, par exemple, ont toutes des dimensions standardisées, tout comme les cubes de pierre qu'ils utilisaient pour mesurer le poids. La largeur des routes et des rues sont uniformisées et respectent un quadrillage régulier. Ils maîtrisent la poterie, l'art, les bijoux, les outils. On a retrouvé divers couteaux, hameçons, scies, ciseaux, faucilles, épingles et bracelets. C'est quand même ce peuple, il avait développé la roue, les charrettes, les bateaux pour transporter des marchandises et tout ça 4000 ans avant notre ère. En plus, dans l'agriculture, ils avaient des techniques d'irrigation, ils avaient aussi différentes zones pour le pâturage du bétail et des cultures et surtout, on a découvert des milliers d'inscriptions. Mais pour l'instant, les chercheurs n'ont pas réussi à déchiffrer l'écriture de l'Indus. Alors peut-être grâce au progrès de l'IA, on sait pas, ça nous permettra d'en apprendre plus et de décrypter enfin leur écriture et de découvrir un peu plus notre passé. Et pourquoi d'ailleurs ils ont disparu aussi vite. KV55. Alors derrière le nom KV55, se cache le tombeau le plus controversé de l'Égypte antique. Et celui-là, il a été découvert en 1907 dans la célèbre vallée des Rois. Vous savez, c'est cet endroit-là. Et là, à l'intérieur, les archéologues ont trouvé un cercueil incrusté d'or et de pierres précieuses. Et il contenait, bien sûr, une momie, mais toutes les inscriptions importantes avaient été volontairement effacées depuis très longtemps. Comme si les Égyptiens de l'époque avaient cherché à cacher l'identité du mort. D'ailleurs, vu le cercueil, c'était sans doute quelqu'un d'important, quoi. Je veux dire, on met pas n'importe qui dans un cercueil avec de l'or et des pierres
pierres précieuses. Et ce qui est bizarre, c'est que les inscriptions dessus, elles sont parfois au féminin, parfois au masculin, comme si on savait pas trop finalement le sexe ou le genre de la personne. En fait, il semble qu'à l'origine, ce cercueil, il était destiné à quelqu'un d'autre. Puis il a été modifié pour accueillir la dépouille d'un roi. D'ailleurs, autre bizarrerie, mais ce tombeau aurait servi à cacher des objets d'autres tombeaux, notamment de reines ou même de pharaons. En plus, dans le cercueil, la momie était en très mauvais état, à tel point que seul le squelette a été conservé. Bref, les pistes sont quand même hyper brouillées, donc pendant plus de 110 ans, les spécialistes ont débattu sur l'identité du mort. Et finalement, en fait, des analyses ADN ont percé le mystère. En fait, ce squelette était un très proche parent masculin de Toutankhamon, voilà, ni plus ni moins quoi. Et il s'agissait tout simplement du pharaon Akhenaton, donc le père de Toutankhamon. Et là, les analyses ne font aucun doute là-dessus. Et donc, ce tombeau, en fait, il appartient à l'un des pharaons les plus influents qui a régné quand même il y a plus de 3300 ans. Et bien voilà, maintenant il est grand temps de plonger dans les grandes profondeurs de l'iceberg, puisque nous allons parler de technologie ancienne, de découverte de l'Amérique et de cité d'or. Mécanisme antique denticitaire. Alors pour ce niveau, on va parler du mécanisme denticitaire. Peut-être que vous avez déjà vu ces images, c'est un objet quand même un peu connu. En fait, depuis sa découverte, il fascine les chercheurs par son incroyable complexité. C'est quand même un truc assez badass. Cet objet, en fait, il a été récupéré dans une épave au large d'une île grecque. Et selon les estimations, il a été fabriqué par les Grecs 200 ans avant notre ère. En fait, ce mécanisme, il a été conçu, on pense, pour prédire la position des planètes observables du système solaire. Mais il pouvait aussi prévoir les éclipses plusieurs décennies à l'avance. D'ailleurs, certains considèrent que cet objet, ce serait le tout premier ancêtre de l'ordinateur. C'est un peu overkill, mais en tout cas, c'est le plus vieux mécanisme à engrenage qu'on connaît, du monde quoi, tout simplement. Et dites-vous qu'on n'a pas encore réussi à comprendre certaines fonctions de ce mécanisme. Et en fait, pour créer cet objet, il fallait des connaissances très pointues, à la fois en astronomie, en maths, en mécanique, et même des outils très précis. Et là, ça remet quand même en question ce qu'on pensait savoir sur cette période de l'histoire. D'autant plus que les Grecs ont l'air d'avoir fabriqué d'autres mécanismes du genre, quoi. C'était pas le seul. Les textes le mentionnent très clairement, quoi. Cette sphère qu'a construite naguère mon ami Posidonius montre dans ses révolutions successives le Soleil, la Lune et les 5 planètes tournant comme ces astres le font dans le ciel, jour après jour, nuit après nuit. Il se produit que la Lune succède au Soleil en autant de tours dans le cuivre que de jours dans le ciel même. Et peut-être que justement cet objet-là, c'est l'un des nombreux qui se cache encore au fond de la mer. Qui a découvert l'Amérique ? Bon, si vous avez retenu vos cours d'histoire, vous savez que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Parce que le petit gars, en essayant de faire le tour de la Terre pour rejoindre l'Inde, eh bien, il s'est un peu trompé et il est arrivé en Amérique. Et à partir de là, les Européens, et c'est d'ailleurs pour ça que du coup, ils nomment les gens de là-bas des Indiens, parce qu'ils croyaient vraiment être en Inde au début. Mais après, bon, voilà, on s'est rendu compte que c'était pas exactement le cas et c'était des Amérindiens. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que les Européens ont commencé à venir s'installer massivement sur ce nouveau continent. Mais plusieurs découvertes archéologiques remettent quand même en question la découverte de l'Amérique. Parce que d'autres peuples seraient arrivés bien avant Colomb. Par exemple, en 1957, on a retrouvé une pièce d'argent norvégienne du XIe siècle, en Amérique du Nord. Mais on a aussi trouvé des pierres avec des inscriptions vikings et des restes d'habitation. En fait, c'est simple, mais aujourd'hui, on est même certain que les vikings se sont établis sur le continent. Et donc, entre les années 800 et 1500, ils sont d'abord allés au Groenland, puis au nord de l'Amérique. Donc, bien avant Christophe Colomb. Vis-à-vis de ça, en fait, le site archéologique le plus important, il se trouve sur l'anse de Meadows, donc au Canada. C'est un peu perdu, j'avoue. Et là, du coup, à cet endroit, on a découvert les restes d'un village viking quand même, quoi. Bref, a priori, il se trouve que les vikings sont plutôt la première civilisation européenne à atteindre l'Amérique. Mais c'est pas tout. En fait, ce continent aurait été découvert encore plus tôt par les Polynésiens. En tout cas, selon la théorie de la patate douce, quoi. Parce qu'on a retrouvé des restes archéologiques de patates douces à Hawaï, aux îles Cook et en Nouvelle-Zélande. Et là, vous dites, ok, bon, c'est de la patate douce, ok, bon, très bien, on fait des frites, quoi d'autre. Mais non, pas du tout. Là, on fait pas de frites à l'époque avec la patate douce. Et surtout, la patate douce, elle vient du Pérou. Donc en Amérique du Sud, ici. C'est vraiment l'endroit où ce tubercule, il est apparu. Donc, là-dessus, on pense que les Polynésiens, ils sont allés en Amérique du Sud, hop, ils ont fait leurs petites affaires là-bas, et ils ont ramené de la patate douce chez eux, pour ensuite la cultiver. Et là, on pense vraiment que c'est les Polynésiens qui ont fait l'aller-retour, parce que ils étaient quand même beaucoup plus avancés en navigation que les Amérindiens, surtout en Amérique du Sud. Bref, en tout cas, les archéologues sont un peu mitigés sur qui aurait trouvé et découvert ce continent en premier. Tombeau de Cléopâtre et Marc-Antoine. Alors, on va encore parler d'un tombeau d'Égypte antique, mais pas n'importe lequel. Là, c'est le tombeau le plus mystérieux de cette époque. En fait, personne ne sait où il est. Pourtant, il accueille l'une des plus grandes personnalités de l'histoire. Et là, je parle du tombeau de Cléopâtre, qui est devenue la reine d'Égypte à 18 ans. Et elle a gouverné alors pendant 20 ans jusqu'à mettre fin à ses jours. Et d'ailleurs, au cours de son règne épique, elle entretient une liaison assez spéciale avec Jules César. Puis, elle commence une relation de 10 ans avec Marc-Antoine, qui est alors un grand chef romain. Et c'est alors l'un des couples les plus célèbres de l'histoire. Là, la fin de leur vie est assez floue,
flou et il existe plusieurs versions. Mais Marc-Antoine aurait été piégé par une fake news disant que Cléopâtre était morte, quoi, en gros. Fake news avant l'heure, quoi. En apprenant ça, il se serait alors donné la mort et Cléopâtre aurait alors fait de même à son tour en apprenant la nouvelle. Bon, dans tous les cas, c'est une mort un peu bateau, quoi, un peu tragique aussi. Et ils meurent à peu près tous les deux au même moment. Mais ensuite, on ne sait pas ce que sont devenus leurs corps. Là, Marc-Antoine aurait alors demandé dans son testament d'être enseveli avec Cléopâtre. Là, son souhait aurait été exaucé, mais le lieu de leur enterrement aurait été gardé secret. Selon Plutarque, le tombeau était haut et somptueux, entouré d'or, d'argent, de pierres précieuses et d'ivoire. Il aurait même été construit sur 2 étages. À l'intérieur, la reine a probablement été embaumée, comme ça se pratiquait à l'époque pour les gens riches. Cela dit, l'embaumement était une pratique égyptienne et Cléopâtre était grecque jusqu'au bout des ongles. Et en général, les Grecs ne suivaient pas les coutumes égyptiennes. Bon, aujourd'hui, les archéologues ont quand même très peu d'infos. Après, plusieurs personnes ont déjà déclaré avoir retrouvé le tombeau ou être sur le point de le retrouver. Mais au final, il y a pas mal de fake news et d'emballements pour pas grand chose. En tout cas, Charlie Danger des Revues du Monde a fait plusieurs vidéos sur le sujet. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller checker sa chaîne. L'Eldorado et les cités d'or. Pour terminer là sur les grandes profondeurs, on va parler du mythique Eldorado et des cités d'or. Parce que selon la légende, il existerait en Amérique du Sud une ou plusieurs villes qui regorgent d'or. Mais au milieu des mythes, certaines découvertes bien réelles laissent quand même planer le doute. Du coup, est-ce qu'il existe vraiment quelque chose sur Terre d'aussi incroyable? Eh bien, tout commence aux alentours de 1150. Et là, selon la légende, 7 évêques espagnols auraient fui une ville attaquée par un peuple ennemi. Là, ils se seraient barrés, ils se seraient réfugiés très loin dans l'océan et ils auraient fondé plusieurs villes. Ces villes-là aurait fini par devenir très prospère grâce à la découverte d'or et de pierres précieuses. Et au fil des siècles, la légende grandit et on parle carrément de 7 cités entièrement faites en or. Ça devait être lourd, quoi. Et puis au début du XVIe siècle, les Européens commencent à lancer des expéditions vers l'Amérique. Là, des rumeurs se répandent rapidement parmi les conquistadors espagnols, et il paraîtrait qu'une tribu indigène possède énormément d'or, à tel point que ce peuple jetterait même de l'or et des bijoux dans un lac pour tenter d'apaiser leur dieu. Et là, lorsqu'un nouveau chef arrive au pouvoir, il serait entièrement recouvert de poudre d'or. Là, les conquistadors, ni plus ni moins, ils surnomment ce chef El Dorado, le doré en français donc. Et c'est alors le début d'une légende qui va alimenter les rêves les plus fous pendant des siècles. Il y en a même certains qui ont un peu trop picolé, je pense, qui parlent quand même d'une montagne entièrement composée en or. Le Dorado est un mont élevé où ne pousse qu'un peu d'herbe. Sur toute sa surface, on peut voir des cônes ou pyramides d'or allant jusqu'à 30 cm de haut. Lorsque le soleil darde ses rayons sur ce mont, il brille tant que l'on ne peut même pas le regarder sans que les yeux en soient blessés. Les Indiens des alentours le protègent avec grand soin. Ils veillent à conserver ce secret pour le tenir caché aux autres Indiens qui commercent quelque peu avec des Hollandais et des Portugais. Bon là, des gens vont alors partir en expédition et mourir en essayant de rechercher cette richesse inouïe. Et malgré tous ces efforts et ces sacrifices, eh bien en vrai, personne n'a jamais trouvé l'Eldorado, ni même les cités d'or. Ou en tout cas, personne n'en est jamais revenu. Mais en tout cas, cette légende semble avoir une part de vérité. En fait, les tribus d'Amérique du Sud offraient facilement des grandes quantités d'or aux colons européens. En fait, les colons ont pensé qu'ils devaient avoir encore plus d'or pour le lâcher aussi facilement, quoi. Mais en vrai, les Amérindiens, ils donnaient juste de l'or pour essayer de se débarrasser des colons, pour pas qu'ils reviennent. Bon, en tout cas, les conquistadors, ils avaient complètement perdu les plombs. Là, du coup, il y avait tout cet or, ça leur faisait tourner la tête. Et ils ont alors tenté de vider plusieurs fois le lac de Guatavita. En fait, tout simplement, ils cherchaient l'or qui aurait été jeté dans le lac par la tribu de la légende. Mais ils n'ont pas réussi à vider toute l'eau. En revanche, quand même, ils ont effectivement découvert des centaines d'objets en or le long des rives du lac. Bref, l'Eldorado, tel qu'on l'imagine, n'existe probablement pas. Mais peut-être qu'il reste des trésors à découvrir. En tout cas, quand on parle d'Eldorado, moi, ça me fait tout de suite penser à Noisuli, qui est une mystérieuse université du rêve, cachée quelque part au milieu de l'océan. Bon, il est maintenant temps de descendre dans les abysses de cet iceberg, avec entre autres un marteau, un manuscrit, des Templiers. Marteau de London. Alors on attaque ce niveau avec un marteau, et lui il est tellement particulier qu'il a son propre nom. On l'appelle le marteau de London, et en fait c'est le nom de la ville où il a été découvert en 1936. Et là je dis bien London et pas Londres, en fait c'est une ville au Texas. C'est pas du tout à Londres en fait. Mais le marteau en lui-même il est pas si spécial. La tête elle est en fer, le manche en bois qui est cassé, et d'ailleurs il en manque un bout. Par contre, le marteau a été retrouvé figé à l'intérieur d'une roche. Et là c'est quand même un peu bizarre. C'est comme si la roche s'était formée autour de lui. Et c'est quand même là où c'est improbable, c'est que cette roche elle a été estimée à plus de
100 millions d'années. Oui. Je rappelle quand même que la trace la plus ancienne d'Homo sapiens, donc notre espèce, elle remonte à environ 400 000 ans. Et le plus vieux fossile du genre Homo, donc voilà, nos ancêtres anciens, eh bien ça remonte à 2,8 millions d'années. Avant ça, l'être humain tel qu'on peut le concevoir n'existait pas encore. Donc là, on est vraiment très loin avec les 100 millions d'années. C'était vraiment à l'époque des dinosaures, quoi, concrètement. Donc là, ça ne colle pas avec ce qu'on sait aujourd'hui de l'archéologie. C'est pas possible. Et là, évidemment, ça fait soulever un sourcil, voire même 2 sourcils. Et pour certains spécialistes, en fait, c'est un marteau bien plus récent qui aurait été abandonné par un mineur. Et la roche se serait rapidement formée autour. Alors ça peut paraître bizarre parce que la roche, quand même, ça met très longtemps à se créer. C'est vraiment des millions et des millions d'années. Mais en effet, dans certaines conditions favorables, eh bien, des couches de calcaire peuvent s'accumuler et se durcir en seulement quelques décennies. En plus de ça, la roche, là, on le voit, eh bien, elle a un coquillage. Et ce coquillage, c'est une espèce assez récente. Et c'est pas un truc préhistorique, quoi. Mais du coup, pour en savoir plus, il suffirait de dater plus précisément le marteau. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, on a les moyens d'estimer avec une bonne fiabilité l'âge réel du marteau. Sauf que là, petit problème, c'est que le proprio, le gars qui possède le marteau, il refuse toutes les demandes d'études scientifiques. Donc j'avoue que ça aide pas. Mais, en tout cas, je vous retire ça de la tête, a priori, c'est pas un canular. Parce que vraiment, il a été retrouvé par des fermiers qui connaissaient rien à tout ça, on l'a vraiment retrouvé dans une roche, donc a priori, c'était quand même legit. Donc même si le marteau est récent, genre quelques siècles, ça reste quand même très intéressant et très mystérieux de trouver un objet figé dans la pierre. Le manuscrit de Voynich. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce nom, je sais pas. En fait, ce machin, c'est un truc bizarre. C'est 240 pages qui sont rédigées dans une langue complètement inconnue. On y trouve plein de dessins colorés, d'étranges diagrammes, de situations bizarres et de plantes qui ne ressemblent à aucune espèce connue. De tous les dessins de plantes, dont il existe un grand nombre dans le codex et d'images variées, étoiles et autres, je pense que tout cela est médical. Cette œuvre n'est pas indigne d'une grande intelligence. En fait, il est facilement concevable qu'un homme de qualité soit allé en Orient en quête de la vraie médecine. Il aurait acquis les trésors de la médecine égyptienne, les aurait ramenés avec lui et les aurait enterrés dans ce manuscrit. Là, les illustrations permettent de distinguer 6 sections différentes. Il y a des trucs sur les plantes, l'astronomie, la biologie, l'univers, la pharmacie et il y a plein de recettes. Du coup, on ne sait pas qui a écrit ce pavé indéchiffrable et quand même qui est hyper détaillé, quoi. Alors évidemment, ça a donné lieu à plein de théories différentes. Il y en a certains qui disent que ce manuscrit c'est un vieux canular, d'autres qui pensent que c'est le manuel d'un alchimiste. Et comme souvent, il y a aussi des théories qui mêlent les extraterrestres dans tout ça. Par exemple, avant Wilfried Voynich, de nombreuses personnes ont eu ce manuscrit entre leurs mains. D'ailleurs, il existe une frise chronologique qui retrace son chemin. Mais bon, une analyse scientifique a révélé que ce manuscrit a été rédigé au début des années 1400. Résultat, la plupart des experts pensent que ce livre n'est probablement pas un canular. En fait, il aurait fallu beaucoup de temps, d'argent et de connaissances pour créer ce manuscrit. Bon, autant dire qu'aujourd'hui, avec un ordinateur, pourquoi pas, mais en 1400, la majorité des gens ne savent même pas lire ni écrire, donc fallait vraiment être déter, comme on dit. Et il se trouve qu'en 2016, 2 informaticiens canadiens ont créé leur propre IA pour tenter de déchiffrer le manuscrit. Et d'après les résultats, 80% des mots semblent être écrits dans un code en hébreu. Et ils pensent avoir réussi à traduire la toute première phrase. Et là, voilà ce qui est écrit, si on traduit. Elle a formulé des recommandations aux prêtres, à l'homme de la maison, à moi et aux gens. Ils ont aussi identifié quelques mots comme fermier, lumière, air et feu. Bref, personne n'a encore réussi à décoder le manuscrit de Voynich, ni même à trouver qui l'a écrit. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est considéré comme le document le plus intéressant et le plus mystérieux jamais trouvé. Le trésor des Templiers. Alors pour ce nouveau mystère, là, on va parler d'un trésor qui a bel et bien existé. En fait, il faut remonter au Moyen-Âge, vers le XIIe siècle. Et à ce moment, c'est un sacré bazar quand même autour de la Méditerranée. Il y a des conflits qui mélangent la religion, la politique, l'armée. Et c'est dans ce contexte un peu fouillis que vont apparaître les célèbres Templiers. Bon, à la toute base, c'est un petit groupe de chevaliers français, mais rapido, ils sont rejoints par des hommes de plein de pays et de classes sociales différentes. Là, ils deviennent une puissante élite, à la fois religieuse et militaire. Et au début, leur mission est de protéger les chrétiens d'Europe, pour résumer ça simplement. Et en échange, ils commencent à recevoir des cadeaux de remerciement, de l'argent, des bijoux et surtout beaucoup de terres et de propriétés un peu partout. Que ce soit en Irlande, Angleterre, France, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne. Bref, tout ça pour dire qu'ils construisent rapidement un vaste réseau de propriétés et de fermes en Europe. En tout cas, en plus de ces propriétés qui leur rapportent de la tunasse, de manière passive, ils se livrent à des pillages. Et résultat, en moins de 200 ans, les Templiers accumulent une colossale fortune. Et en plus, ils deviennent extrêmement influents. Par exemple,
exemple, les papes et les rois de France et d'Angleterre leur confient des missions importantes. Les Templiers s'occupent par exemple de collecter les impôts ou même de les sécuriser. Ils vont prêter de l'argent à de simples commerçants, comme à des rois, pour financer des guerres. En fait, ils sont carrément devenus des sortes de banquiers du Moyen-Âge, mais en version un peu plus badass, quoi, tu vois. D'ailleurs, une partie de leur revenu est stockée régulièrement dans un grand coffre secret. Et on dit qu'il regorge d'argent, d'or, de bijoux, d'objets précieux. Et le chef des Templiers serait alors le seul à avoir la clé. Mais en 1307, le roi de France est en difficulté pour rembourser les dettes du pays. Et là, il se dit, putain, y a pas les Templiers avec leur thune là, ils font rien du tout là, on pourrait le récupérer l'argent. Et du coup, là, il a vraiment l'ambition de voler leur trésor pour arrêter et emprisonner tous les Templiers. Mais malgré tous ses efforts et son envie de se refaire un peu les poches, eh bien le roi ne parviendra pas à mettre la main sur leur thune, sur leur fortune même. En fait, il ne trouve pas l'emplacement du trésor. D'ailleurs, certains pensent que leur richesse est cachée à Jérusalem dans un endroit secret. Et du coup, des pièces d'or de cette époque sont retrouvées de temps en temps. Mais il y en a d'autres qui pensent que les Templiers ont tout dispersé dans leurs nombreuses propriétés avant d'être arrêtés. Et ça, c'est une théorie probable. D'ailleurs, au fil des siècles, plusieurs personnes sont devenues subitement très riches, vraiment très riches, après avoir rénové des bâtisses, des bâtiments qui avaient appartenu aux Templiers. Comme s'ils avaient été capables de trouver des petits morceaux du trésor caché. En tout cas, en 2019, des archéologues ont découvert un réseau de tunnels secrets au nord de Jérusalem. Et il se trouve que ces tunnels auraient été construits par des Templiers pour amener discrètement leur trésor dans un lieu plus sûr. Là, certains archéologues pensent que, quelque part, dans ces tunnels, il reste peut-être encore une part de leur trésor. Un jardin suspendu de Babylone. Bon, normalement, vous avez déjà entendu parler des 7 merveilles du monde. Alors bien sûr, il y a celles du monde moderne, le Machu Picchu, le Colisée ou même la Grande Muraille de Chine. Mais ce qui nous intéresse, c'est les 7 merveilles du monde antique. Et là-dedans, il n'y a plus beaucoup qui sont encore vivants. Genre la pyramide de Khéops, oui. Le phare d'Alexandrie, il est fini. Les jardins suspendus de Babylone, pareil. Mais en tout cas, on a retrouvé des preuves et des traces de toutes les merveilles du monde antique. Sauf des jardins suspendus de Babylone. Parmi les 7 merveilles du monde antique, c'est les seuls où on n'a aucune info. Et malgré des tas et des tas de recherches, parce qu'on a eu le temps de le faire, les archéologues n'arrivent pas à retrouver l'emplacement. En fait, au début du XXe siècle, là c'est bon, on a redécouvert l'emplacement de la ville de Babylone. Vous voyez, du coup sur la map c'est ici. Là les archéologues ont même retrouvé des traces des murailles, de plusieurs palais et même de la légendaire tour de Babel. Mais aucune trace de ces fichus jardins. Pas la moindre ruine, rien du tout. Et du coup après des années de recherche, il y en a certains qui commencent à se dire qu'ils n'ont peut-être jamais existé. Pourtant c'est quand même louche parce que il y a quand même beaucoup de textes de l'Antiquité qui décrivent en détail ces jardins suspendus. On comprend qu'un pareil ouvrage a été rangé au nombre des 7 merveilles du monde. Ce jardin, immense carré, se compose de plusieurs étages de terrasses supportées par des arcades dont les voûtes retombent sur des piliers de forme cubique. Ces piliers sont creux et remplis de terre, ce qui a permis d'y faire venir les plus grands arbres. On arrive à la terrasse supérieure par les degrés d'un immense escalier. Des fleurs de tout genre parsèment les jardins, tout ce qu'il y a de plus charmant, de plus agréable et de plus ravissant s'offre à nos yeux. Et là, depuis quelques temps, il y a certains archéologues qui explorent une nouvelle piste. Et ils se disent que ces jardins suspendus, étaient dans une autre ville que Babylone. Parce qu'en effet, quand même, je le précise, mais les auteurs de l'Antiquité, c'est pas toujours clair, en fait, quand ils écrivaient. Et ils confondaient parfois plusieurs endroits. Et en l'occurrence, là, il est possible que Babylone ait été inversée avec une ville appelée Ninive. Et là, il y a plusieurs indices qui confirment en fait cette hypothèse. Notamment des gravures vieilles de plus de 2600 ans qu'on a découvert en fouillant Ninive. Et elle se trouve qu'elle montre d'étranges jardins en pente et qui parlent de progrès incroyables en construction. Bref, le mystère n'est pas encore résolu, mais les archéologues avancent et peut-être qu'un jour on parlera des jardins suspendus de Ninive. Alors j'avoue, ça fait un peu moins stylé comme ça, mais on finira par s'y faire, j'imagine. Bien, on en arrive enfin au tout dernier niveau de cet iceberg. Et là, on va parler d'un objet très controversé, mais aussi du Graal, ou même encore de Gengis Khan. Pile électrique de Bagdad. Alors pour entamer les ténèbres, direction la ville de Bagdad, qui est donc la capitale de l'Irak. Parce que dans les années 1930, un archéologue autrichien explore les sous-sols d'un musée de la ville. Et là tout à coup, son attention est attirée par une étrange poterie du 3e siècle avant notre ère. Elle fait environ 15 cm de haut, un truc comme ça. Et à l'intérieur, l'archéologue trouve un cylindre en cuivre avec une tige de fer au milieu. Le cylindre est soudé au fond avec du plomb et de l'étain. Et là, l'archéologue, il comprend que c'est pas un simple vase. En fait, cet objet est bien plus évolué que ça. Et en fait, il ne manque pas grand-chose pour que cette poterie soit une pile électrique fonctionnelle. Vous avez bien entendu. Alors évidemment, ça ressemble pas aux piles qu'on retrouve au supermarché, les Duracell et compagnie, machin, non. En fait là, la pile de Bagdad pourrait fonctionner grâce à un processus chimique appelé électrolyse. En fait, il manque juste de l'acide à l'intérieur pour créer la réaction nécessaire. En sachant que d'après les spécialistes, l'acide, on peut le remplacer par du jus de fruits ou même de l'eau salée. Genre du jus de citron, c'est acide, ça pourrait faire fonctionner cette pile. Et depuis, on appelle ce machin-là la pile électrique de Bagdad. J'avoue, ça ressemble à un vase, mais c'est pas un vase. D'ailleurs, des chercheurs se sont mis à recréer l'objet avec leurs moyens
historiens, et effectivement, ils ont réussi à obtenir une faible tension électrique. Autrement dit, du courant électrique. Du coup, est-ce que ça veut dire que l'électricité, elle a été découverte dans l'Antiquité? Donc quand même très longtemps avant Thomas Edison et son ampoule électrique de 1879. Eh bien en vrai, cette possibilité est quand même controversée quoi. En fait, les archéologues restent divisés sur l'utilisation réelle de cette poterie. Certains parlent par exemple d'un outil pour les bijoutiers, d'autres pour les tatoueurs. Mais la théorie principale, c'est que cet objet servait à stocker ou transporter des papyrus. Et en vrai, peut-être que le fait de penser que c'était une pile, c'était juste une coïncidence. Bon, en tout cas, il ne manquait pas grand-chose pour que cette pile puisse fonctionner vraiment. Bon, en tout cas, si c'était le cas, ça veut peut-être dire qu'on aurait été à 2 doigts de découvrir l'électricité dans l'Antiquité, et peut-être que l'histoire de l'humanité aurait été alors différente. Tombe de Gengis Khan. Alors selon certains, le plus grand conquérant de tous les temps, c'était Gengis Khan, ou Gengis Khan, enfin comme vous voulez. Et en tout cas, l'histoire de Gengis Khan remonte dans les plaines de Mongolie au XIIIe siècle. Et lui, après une avance mouvementée, il se retrouve très jeune à la tête de plusieurs clans mongols. Et ensuite, et en peu de temps, il parvient à unifier tous les clans de Mongolie, ce qui était quand même pas une mince affaire, hein. Ah les gars, ils s'aimaient pas. Puis là, il mène ses troupes conquérir les territoires voisins. Et là, en seulement une vingtaine d'années, il parvient à créer le plus grand empire de l'histoire. Et là, quand je dis le plus grand, c'est vraiment le plus grand. Et c'est loin devant les Grecs ou même les Romains. En fait, à son apogée, cet empire s'étend de l'Ukraine actuelle jusqu'à la mer du Japon. C'est massif. Mais bon, le mystère qu'intriguent les archéologues, c'est la tombe de Gengis Khan. Parce que l'homme est mort en 1227, environ 70 balais. Donc il est quand même mort vieux, quoi. Qui est quand même un guerrier, c'est quand même une belle prouesse. Mais en tout cas, depuis, des gens du monde entier cherchent à l'endroit où il est mort, où il est enterré. Et quand je dis des gens du monde entier, il y avait Marco Polo, des papes, des aventuriers. Ils voulaient savoir où était sa tombe. Pourtant, en 800 ans, les recherches n'ont quasiment pas avancé. Mais on a quand même quelques infos. Par exemple, on sait que Gengis Khan voulait être enterré dans une tombe anonyme sans aucune inscription. Et on sait aussi qu'il est mort pendant une campagne militaire au nord de la Chine. Et là, les historiens et les archéologues pensent que son corps aurait été ramené en Mongolie, probablement vers son lieu de naissance. La légende raconte aussi que tous ceux qui ont croisé le convoi du corps auraient été assassinés. C'est chiant comme mort, mais c'est plus safe. Mais également les esclaves qui ont construit la tombe. On ne voulait laisser aucune trace. Et d'ailleurs, les soldats qui ont tué ces gens-là auraient été tués à leur tour. C'est encore plus safe. Et selon la légende, une rivière aurait été détournée pour la faire passer au-dessus de la tombe. C'est encore plus safe, j'imagine. Mais il y a aussi une autre légende qui raconte que l'emplacement aurait été piétiné par 10 000 chevaux, puis qu'on aurait planté des arbres dessus. Bref, ils ont pris pas mal de mesures de précaution pour garder l'emplacement secret. Et visiblement, ça fonctionne bien. En fait, selon les rumeurs, les soviétiques auraient trouvé en 1937 des indices sur l'emplacement de la tombe dans un monastère bouddhiste. Et du coup, l'emplacement le plus probable serait, selon les archéologues, le mont Burkhan Khaldun, qui est un nom qui veut dire montagne sacrée, et justement plusieurs pistes conduisent vers ici. Et justement, ce qui est encore plus étrange, c'est que cette zone, avec cette montagne-là, elle est restée interdite pendant des siècles. En fait, c'est simple, mais toute personne qui s'y introduisait sans autorisation était condamnée à mort par les autorités. Alors je précise par les autorités mongoles parce qu'on est en Mongolie. Mais en tout cas, depuis quelques années, la zone a enfin été autorisée au public. Mais les fouilles y sont toujours encore interdites. Bon, en tout cas, des archéologues un peu tête brûlée ont quand même voulu aller sur place, notamment le français Pierre-Henri Giscard, qui lui est un spécialiste de l'archéologie mongole. Je n'étais pas mandaté pour chercher la tombe de Gengis Khan, mais j'étais autorisé à aller voir. J'ai compris que la prospection à pied ne suffirait pas. Il fallait faire appel à l'imagerie par drone, aux photos aériennes en 3D, aux caméras infrarouges afin de ne pas toucher au territoire. J'y suis allé avec une équipe en 2015. Nous avons trouvé un tumulus fait de la main de l'homme. Et en effet, notre Pierre-Henri, il a inspecté une étrange formation de terre au sommet de la montagne. Mais genre un gigantesque tertre de 300 mètres de long, 35 mètres de haut, à plus de 2300 mètres d'altitude. Donc c'est ce machin-là que vous voyez. J'avoue que c'est un peu bizarre. Et en fait, les recherches, elles ont permis de montrer que ce machin, cette monticule, elle n'est pas naturelle. C'est les humains qui l'ont fabriquée. Et pour lui, pour notre Pierre-Henri, c'est sûr, c'est Gengis Khan qui est enterré là-dedans. Donc peut-être que la réponse est quelque part sous terre. Mais bon, pour l'instant, le gouvernement mongol refuse catégoriquement la moindre fouille. Donc on ne le saura peut-être pas avant longtemps. Relique attribuée à Jésus. Alors pour cet ultime mystère, on va s'attarder à une autre personne qui a marqué l'histoire. C'est un certain Jésus de Nazareth. Ou plutôt, on va s'intéresser à des objets qui sont liés à lui. Et là, je précise, on aborde le sujet d'un point de vue archéologique et pas sur le côté religion. Donc voilà, on va essayer de faire la différence entre les faits historiques et puis la signification religieuse. D'ailleurs, certains objets religieux sont rentrés dans la culture populaire, genre le Graal, qui de base était quand même un truc très religieux. Mais aujourd'hui, on peut le voir dans un blockbuster comme Indiana Jones. Mais bon, en tout cas, il existe beaucoup de reliques qui sont attribuées à Jésus. Par exemple, la Sainte Couronne de Laurier, qui est dans la cathédrale
cathédrale Notre-Dame de Paris. Il y a aussi des objets qui existent en plusieurs exemplaires. Après, évidemment, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui a été fabriqué, et c'est notamment le cas pour les fragments de la croix sur laquelle Jésus aurait été crucifié, ou encore même la sainte tunique, qui est le dernier vêtement qui aurait été porté par Jésus. D'ailleurs, pour certains de ces objets, en fait, on ne sait pas où ils se trouvent, voire même on ne sait pas s'ils ont vraiment existé. Par exemple, le Saint Calice, qui a donné naissance à la légende du Graal. Eh bien, c'est probablement l'un des objets les plus recherchés du monde. Pourtant, personne ne l'a trouvé. Bref, ces objets sont une énigme pour les archéologues et les historiens quand même depuis 2000 ans. Mais, il y a quand même un objet qui sort carrément du lot, car il y a certains détails qui sont vraiment troublants. Et je vais vous raconter l'histoire étrange du suaire de Turin. En fait, un suaire, je le rappelle, c'est un tissu dans lequel on enveloppe la dépouille d'un mort. C'est une sorte de drap, quoi. Et en l'occurrence, le suaire de Turin, ce serait le tissu qui aurait enveloppé le corps de Jésus après sa mort. Et si on appelle ça le suaire de Turin, c'est parce qu'il est exposé dans la ville de Turin en Italie, quoi. Bon, en tout cas, ce suaire-là, on a du mal à suivre sa trace jusqu'au XIVe siècle. En fait, il aurait voyagé dans plein de grandes villes différentes et il aurait été volé plein de fois. Mais bon, en tout cas, la première preuve formelle de son existence remonte vers l'année 1355. Et là, le suaire est alors exposé dans une église française dans le village de Liré en Champagne. Puis, il va quand même beaucoup voyager en France. Et en 1532, il est endommagé par un incendie alors qu'il se trouve dans une chapelle à Chambéry. Mais il s'en sort avec seulement quelques trous et quelques marques sombres. Et finalement, le suaire est donc apporté à Turin et une chapelle est construite spécialement en son honneur. Et depuis, il se trouve que les experts tentent de savoir si ce tissu a bel et bien enveloppé le corps de Jésus-Christ. Sachant que quand même, le suaire de Turin, c'est une toile rectangulaire qui est faite en fibre de lin et qui a jauni au fil des siècles, en 2000 ans quoi. Et la particularité, c'est que l'image floue d'un homme nu apparaît sur ce tissu de face et de dos. Ses mains sont croisées devant lui, il porte une barbe, une moustache et des cheveux mi-longs. L'homme présente aussi des traces de blessures et il se trouve que c'est bizarre mais elles correspondent exactement aux dernières blessures de Jésus qui sont décrites dans la Bible. Le linceul de Turin représente l'empreinte faciale et dorsale, tête bêche, d'un homme de type sémitique. Un homme flagellé, violemment frappé au visage, sanguinolent, coiffé d'une calotte d'épines. Il a été crucifié selon les techniques romaines, avec des clous aux poignets et aux pieds. Il porte au flanc droit une blessure, autrement dit les plaies de la Passion. C'est une image impressionnante, non faite de main d'homme, quasi indélébile. On n'est jamais parvenu à la reproduire, même en laboratoire, par les techniques les plus variées. Bon là, le débat a pris de l'ampleur en 1898, parce que cette année-là, un photographe réalise le tout premier cliché du suaire de Turin. Et en développant le cliché, l'homme a une grande surprise. En fait, de base, sur le tissu, on distingue à peine une image de couleur jaunie très pâle. En fait, l'homme ne peut pas être discerné à plus de 2 mètres de distance. Alors que, sur le négatif de la photo, on voit très nettement l'image des deux faces de l'homme, avec des traces de blessures et de crucifiements. Bon là, cette photo, elle va lancer d'intenses recherches scientifiques pour savoir si le suaire, il est vrai ou non. Et les découvertes sont quand même contradictoires. Bon, là, un expert a découvert par exemple que l'homme sur le linceul aurait été peint avec des pigments dilués. Mais cette étude est contestée par d'autres. Ensuite, il y a d'autres chercheurs qui ont montré qu'il y a bien des traces de sang humain et une datation réalisée par 3 laboratoires indépendants a déterminé que le linceul daterait du Moyen-Âge entre 1260 et 1390. Donc là, ça colle pas parce que c'est à peu près 1300 ans après le décès de Jésus-Christ. Mais en 2022, une équipe a utilisé une méthode plus poussée et plus récente sur le suaire. Et selon eux, le tissu date bien de l'époque de Jésus. Mais aussi d'autres analyses très précises ont révélé des détails invisibles à l'œil nu. Des détails qui confirmeraient que c'était bien un vrai tissu, avec du sang et tout ce qui va avec. Donc ça confirme que du coup c'était bien un tissu qui a enveloppé un homme décédé il y a à peu près 2000 ans. Bon, en tout cas, même aujourd'hui, personne n'a vraiment réussi à reproduire l'image du suaire. En tout cas, de faire une copie de ça. Du coup, si ce suaire est bel et bien le vrai, ça veut dire qu'on a une vraie image de Jésus avec ça. Donc on comprend mieux pourquoi le sujet divise autant. En tout cas, là, je précise encore une fois qu'on dissocie la réalité historique de Jésus et toute la partie religieuse, avec l'ascension et compagnie, bien sûr. Dans tous les cas, et c'est pour ça que cette énigme est la dernière du coup de cette vidéo, eh bien c'est que le suaire de Turin est considéré aujourd'hui comme l'artefact le plus étudié de l'histoire. Hop là, de retour à la surface, ouf, c'était vraiment très sombre. Hein. En tout cas, voilà pour l'iceberg des plus grands mystères archéologiques. Bon, évidemment, j'ai pas pu parler de tout, donc s'il y en a d'autres qui vous hype, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, et voilà. En tout cas, avant de terminer, il faut que je vous raconte une dernière anecdote sur l'Égypte. Parce que là, c'est un truc beaucoup moins connu, mais entre les pattes du Sphinx, on a découvert une pierre sculptée qu'on appelle la stèle du rêve. En fait, c'est un imposant bloc de granit massif de 15 tonnes qui mesure plus de 3,5 mètres de hauteur. Et dessus, des hiéroglyphes racontent un
rêve du pharaon Thoutmôsis IV. Et son rêve se passe alors qu'il était encore un jeune prince. Bon, en tout cas à l'époque, le sphinx était déjà construit depuis belle lurette et c'est pour ça qu'il était enfoui dans le sable jusqu'aux épaules. Et un jour, le prince en question fait une sieste à l'ombre du sphinx. Là, le dieu Ra dit alors au prince que s'il dégageait la statue du sable, il le ferait roi. Bon, malheureusement, on n'a pas la fin de ce rêve car la gravure s'est érodée. Mais en tout cas, il est bien devenu pharaon. Donc voilà, une anecdote assez étrange. D'ailleurs, si la thématique des rêves vous intéresse, sachez qu'en automne, le premier tome de la saga Noisuli, qui est basé sur une université du rêve, une saga de fantasy en gros, sortira. Sur ce, nous on se dit bien entendu à la prochaine vidéo.